Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel sur l'humanisme, la Renaissance et le protestantisme, bref, les grandes réformes intellectuelles à l'époque moderne, à savoir entre le 15e et le 17e siècle. Après la découverte de l'Amérique, effectivement, en Europe, il y a eu de grands changements intellectuels et culturels, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, avec un élève très nul qui me pose des questions. Alors, quelle est ta première question ? Mais monsieur Garnier, qu'est-ce que c'est la Renaissance? Ah, la Renaissance, c'est une période culturelle très importante qui naît en Italie. La Renaissance, ça veut dire renaissance, donc c'est le retour des hommes et de l'intérêt à l'Antiquité et la connaissance des artistes et des écrivains antiques. Donc cette Renaissance permet un essor culturel et artistique autour de peintres, d'artistes, de sculpteurs, principalement en Italie. Le David de Michel-Ange est un excellent exemple de cela. Ces sculpteurs, ces peintres apprennent de nouvelles techniques comme par exemple la perspective, utilisent de nouvelles couleurs comme la peinture à l'huile issue des Pays-Bas et donc il y a une effervescence. De plus, l'enrichissement de l'Italie permet la construction d'œuvres importantes comme la cathédrale par exemple Saint-Pierre de Rome ou la ville de Florence financée par les Médicis et cela permet un essor culturel important. Monsieur, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus des artistes de la Renaissance? Ah, mais les artistes, chers élèves, il y a Michel-Ange par exemple, Michelangelo Buonarroti, qui a participé à la construction de la chapelle Sixtine, qui est un excellent exemple de la Renaissance, puisque nous voyons ce respect parfait de la symétrie, cet usage presque du trompe-l'œil au travers le mur, la coupole de la chapelle devient le ciel, et c'est une métaphore avec le ciel, le paradis bien sûr. Michel-Ange, soutenu par les Médicis et par d'autres mécènes comme le pape, est typique des artistes de l'époque qui travaillent pour les puissants. L'objet aussi change avec l'homme qui est au centre. Et comme autre artiste, on a bien sûr Raphaël, le peintre, ou alors bien sûr Léonard de Vinci. Ils sont essentiellement italiens, comme vous le voyez, et ils vont être arrachés partout en Europe. L'homme de Vitruve de Vinci est typique de cela. Reprise de l'Antiquité de l'architecte Vitruve, il représente l'homme et son anatomie parfaite. D'accord monsieur, mais c'est quoi la différence avec l'humanisme? Ah, mais l'humanisme, c'est pas tout à fait pareil. C'est un mouvement intellectuel et littéraire, presque philosophique, on peut dire. L'idée des humanistes, c'est comme son nom l'indique, de remettre l'homme au centre. En effet, au Moyen-Âge, c'était vraiment le Dieu et la Bible qui étaient le centre d'intérêt et toute la vie de l'homme était à s'intéresser à obtenir son salut. Et là, on se dit, bah non, peut-être que l'homme a une destinée, un pouvoir sur sa vie et on va s'intéresser à l'éducation, aux sciences, en estimant que l'homme a un pouvoir sur sa destinée. Et on va s'intéresser beaucoup à la médecine, par exemple on va retrouver l'antique Galien, on va s'intéresser beaucoup à la philosophie avec la rediffusion des écrits d'Aristote notamment, mais également on va s'intéresser aux mathématiques et plus généralement aux sciences physiques, notamment avec Galilée qui va intervenir en reprenant les logiques des physiciens antiques, notamment Archimède, et bien sûr Aristote. D'accord, mais du coup, comment ils communiquent ces humanistes à leur époque? Ah ben oui, c'est vrai qu'on est au XVIe siècle, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas les réseaux sociaux, mais il y a l'imprimerie qui est inventée en 1451 par Gutenberg à Mayence, et cette invention va permettre de diffuser beaucoup plus de livres. Il y a 20 fois plus de livres au 15e siècle, au 16e siècle qu'au 15e siècle, c'est énorme. L'augmentation des livres est très importante et l'imprimerie permet une diffusion massive des connaissances. De plus, il y a un grand changement prôné par les humanistes. Les humanistes souhaitent que les écrits soient en langue vernaculaire, à savoir en langue nationale, en allemand, en italien, en français. Et c'est un peu la création de ces langues-là à cette époque-là, parce qu'avant c'était en latin. Avant on avait des moines copistes qui écrivaient des livres en latin et qui diffusaient leurs connaissances en latin. Là, la population ne parle pas en latin, du coup les humanistes se disent qu'il faut écrire des livres en langue nationale, et donc l'imprimerie va imprimer en langue nationale, et à partir de 1650, donc c'est quand même 100 ans plus tard, hein, la majorité, de 200 ans plus tard, excusez-moi, la majorité des livres seront écrits en latin. Mais cette augmentation va être progressive en langue nationale. Mais cette augmentation va être extrêmement progressive et poussée par l'imprimerie. Alors en plus de ça, les humanistes voyagent. Les humanistes voyagent, ils ont partout en Europe des centres humanistes, des centres d'imprimerie, donc comme par exemple Amsterdam, bien sûr il y a Paris, même Lyon qui est un centre humaniste, il y a les grandes cités belges, Bruges,
Et Londres est un grand centre humaniste. Donc là, l'humanisme, le courant humaniste se base plutôt dans le nord de l'Europe. On peut également dire que les humanistes communiquent par le soutien qu'ils ont des princes qui les accueillent dans les grandes cours d'Europe. Par exemple, Erasme est accueilli et même conseiller, précepteur du fils de Charles Quint à la cour de François Ier, le grand ennemi de Charles Quint. Il y a bien sûr Léonard de Vinci, qui est aussi un humaniste et un artiste de la Renaissance. Voilà, les humanistes communiquent entre eux. Enfin, ils communiquent par lettres. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la République des lettres, parce qu'ils s'écrivent des lettres à cette époque-là, et ils communiquent par ces lettres les nouvelles connaissances diffusées dans l'Europe. Voilà, l'humanisme est un courant très important. Prenons un seul exemple, c'est l'exemple de Rabelais, qui écrit Pantagruel et Gargantua. Ces deux géants, qui sont en fait des métaphores des hommes de cette époque-là, sont en fait des humanistes, dans le sens où ils veulent s'éduquer, ils veulent apprendre, ils sont intéressés par leur destinée dans le monde, et ils sont des exemples bien, et ils ont une réflexion aussi sur la place de l'homme dans le monde. Et là, on est bien dans une réflexion humaniste qui est, et bien sûr, un des premiers livres imprimés en langue française, Gargantua, en vieux français. C'est donc un des symboles de cet humanisme à l'époque. Mais ces révolutions intellectuelles en cachent une autre, religieuse, comme ne va pas tarder à nous le demander notre élève. Les protestants dans tout ça, ça se passe en même temps ou pas? Alors oui, les protestants, c'est à peu près à la même époque. En 1517, Luther publie ses 95 thèses et le protestantisme se diffuse par les mêmes canaux que l'humanisme. Oui, mais c'est quoi les protestants? Alors les protestants, c'est des gens qui protestent. À la suite de Luther et des 95 thèses, il y a un certain nombre de reproches qui sont faits à l'Église catholique. Le premier est son enrichissement, et on critique directement le pape et les évêques qui connaissent un enrichissement personnel important. Les protestants, on verra qu'ils sont plutôt dans une démarche de sobriété. Les protestants protestent, en plus de protester contre le pape, contre la démarche du salut. Donc le salut, c'est le fait d'aller au paradis. Les catholiques, pour aller au paradis, se sont mis à avoir un certain nombre de pratiques que les protestants jugent malsaines. Première pratique, la pratique des œuvres et des indulgences. Les indulgences, c'est quand on paie à un religieux pour qu'il intercède auprès du Seigneur pour avoir notre place au paradis. Cette pratique est critiquée par les protestants, qui estiment qu'on doit aller au paradis par sa propre foi et par son action sur terre. Ensuite, les œuvres, c'est quand on fait les charités, on donne aux pauvres ou on donne à l'église. Et ça pourrait aider à aller au paradis pour les catholiques. Les protestants n'en veulent pas. Autre aspect par rapport au salut qui fait objet d'un violent critique de la part des protestants, c'est bien sûr les saints et la Vierge. En effet, les catholiques, au fur et à mesure du Moyen-Âge, ont établi un certain nombre de saints qui sont importants dans le culte. Et ces saints-là peuvent permettre aux croyants de faire des dons et des offrandes à ces saints pour que les saints parlent à Dieu pour qu'il aille au paradis. Alors ça, la pratique des saints, qui est une pratique qui a une réminiscence finalement des pratiques païennes, déplaise profondément aux protestants qui eux, et ça c'est une autre grande différence de la réforme protestante, ne veut croire qu'à la Bible. Alors la Bible devient un texte très important, et donc chez les protestants il n'y a plus vraiment de clergé. En fait, le clergé, qui serait un peu pour les protestants un voile entre la Bible et le croyant, là il faut supprimer ce clergé, et le croyant doit s'approprier la Bible. C'est pourquoi dans les temples, il y a la Bible en plein milieu, le temple protestant, il y a la Bible en plein milieu, et l'église extrêmement épurée, parce qu'on ne veut plus de richesse, comme je vous l'ai expliqué. Et justement, on en revient au texte de la Bible. Donc la Bible est traduite. La Bible est traduite du latin vers la langue nationale pour qu'il y ait une compréhension. Alors déjà, elle est retraduite souvent déjà en latin, parce que les traductions sont complexes, et notamment Erasme qui a fait une traduction. Erasme n'est pas protestant. Et du coup, ce protestantisme revient au texte des nouveaux évangiles. Cela prépare donc une scission en Europe qui va rapidement déboucher sur la création de cette nouvelle religion. Luther propose donc dans ses 95 thèses en 1517 une scission avec le pape. Et en fait, son excommunication, qui intervient rapidement après par le pape, donc excommunier, ça veut dire être mis hors de l'église, précipite la division entre les chrétiens et les protestants. Ça a beaucoup de succès en Europe ou pas? Ah oui, ça a un grand succès. Alors principalement en Europe du Nord. Il y a trois types de protestants. Les luthériens, donc comme j'ai expliqué, qui suivent la réforme de Luther, ont pour capitale Wittenberg, donc en Prusse, et ça se développe dans le nord de l'Allemagne. L'essentiel des princes allemands rallient la réforme,
et tout le nord de l'Europe et de la Scandinavie. Le protestantisme permet, si vous voulez, d'extérioriser certaines demandes sociales de certaines populations, notamment des paysans. Voilà, donc premier point. Ensuite, le calvinisme est une autre sorte de protestantisme qui se développe autour de la capitale religieuse de Genève et qui se développe en France principalement, dans certaines régions françaises, donc par exemple autour de la Rochelle, le sud du Massif central, les Alpes, la Haute-Savoie, la Suisse et également les Provinces-Unies, le Palatinat et surtout en Écosse. Voilà, en Écosse il y a aussi du calvinisme. Le calvinisme c'est la même chose que le luthérianisme, sauf qu'il y a encore moins de faste, encore plus de sobriété, encore moins d'extériorisation de la richesse, interdiction des jeux d'argent, voilà, c'est très très strict le calvinisme et voilà pour le calvinisme. Enfin, il y a l'anglicanisme. Alors ça c'est particulier. L'anglicanisme c'est une forme de protestantisme intermédiaire. Parce qu'il a été créé, donc ça en Angleterre, comme son nom l'indique, il a été créé par Henri VIII qui voulait changer de femme, qu'il avait tué les deux précédentes pour changer de femme. Là le pape n'en veut plus. Le pape dit Henri VIII, pas de nouveau mariage. Alors le pape Henri VIII change d'archevêque de Canterbury. Parce que bon, l'ancien ne lui plaisait pas, d'ailleurs il le fait plus ou moins tuer, l'archevêque de Canterbury précédent. Et du coup, Henri VIII crée une nouvelle religion qui est sa religion, dans laquelle il est chef de la religion, enfin, c'est surtout l'archevêque de Canterbury qui est chef de la religion, mais il la contrôle, et du coup, c'est l'anglicanisme. Ensuite, l'anglicanisme est perpétué par sa seconde fille. Bon, il a un fils, Édouard, qui devient roi. Après, il a une autre fille, Marie, qui devient reine. Mais en fait, c'est sa troisième fille, Élisabeth, qui sera Élisabeth Ier d'Angleterre, qui sera reine pendant très longtemps, la reine vierge, qui va mettre en place l'anglicanisme et qui va le maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, les Anglicans les Anglais sont cette religion particulière dans laquelle le roi a encore un petit rôle religieux. Avec son lien au travers des chefs de la religion anglicane avec l'archevêque de Canterbury. Voilà, donc ça c'est les trois types de protestants. Donc les protestants connaissent un grand succès. Alors les catholiques vont réagir violemment, c'est la contre-réforme. Ils vont vouloir dire, oh là là, il faut bouter les protestants hors d'Europe. Alors du coup, ils vont mettre en place, les catholiques, un concile, le concile de Trente, à partir de 1545, pour réaffirmer le dogme catholique et surtout essayer de contrer cette réforme. Alors, le concile termine en 1563, on va réaffirmer le culte des saints et de la Vierge, pas de problème, mais on va envoyer des missions partout en Europe pour réévangéliser les chrétiens qui se sont égarés dans le protestantisme. Alors il y a par exemple l'Inquisition qui est remise en avant, notamment en Espagne ou dans le sud de la France, mais surtout il y a plus violemment les guerres de religion qui sont soutenues par le pape. Les guerres de religion consistent en fait en des combats très violents, donc qui vont en France cumuler avec la Saint-Barthélemy en 1572 entre les princes catholiques soutenus par le pape. Donc en France c'est les ducs de Guise qui symbolisent ce parti-là, et les protestants. Partout en Europe, donc principalement en France, en Belgique et en Allemagne, ces combats sont très violents. Donc en Belgique entre les Pays-Bas espagnols et bien sûr les Provinces-Unies qui, elles, sont devenues protestantes, et également en Allemagne entre les deux parties. En Allemagne, c'est la paix d'Augsbourg en 1555, signée par Charles Quint, qui met fin aux hostilités et on reconnaît la liberté de culte. En France, c'est en 1598 l'édit de Nantes qui met fin à ces religions, mais en France, le catholicisme a gagné, les protestantismes sont très peu nombreux et ils s'enfuient principalement. Donc ces guerres de religion. Enfin, autre élément de la contre-réforme, c'est la mise en place des jésuites et de l'index. Donc l'index qui va préciser quels livres peuvent être la congrégation de l'index qui est en fait contrôlée par le pape, qui va dire quels livres peuvent être édités ou pas, ou sont d'accord avec le dogme catholique, et les jésuites qui vont créer tout un tas de collèges dans toute l'Europe pour éduquer les chrétiens. Donc les jésuites sont très importants, tout un tas de collèges. Cette congrégation qui est directement fidèle au pape, qui est fondée par Ignace de Loyola, va être diffusée dans toute l'Europe. Il crée des collèges, donc un collège à l'époque c'était l'équivalent d'une université actuelle, bon on y rentre à 12 ans certes, mais il y reste pendant très longtemps et on a une éducation, et les jésuites vont clairement créer des générations de scientifiques et de savants qui vont donner un pouvoir intellectuel à l'église catholique. Cette contre-réforme se traduit aussi par la construction d'églises et de fastes. Par exemple, si on est donc c'est à l'époque du baroque notamment, on est en Haute-Savoie par exemple, ici, Saint François de Sales va être envoyé, donc ici tout s'appelle tout Saint François de Sales. Pourquoi? Parce que Saint François de Sales a lutté contre les protestants, a réévangélisé la Haute-Savoie, c'est typiquement la contre-réforme, construction d'églises, donc l'église des Italiens par exemple à Annecy, et ces églises baroques sont les volontés de la contre-réforme. Donc on met du faste, on met des dorures, parce qu'on veut contrer ces protestants qui étaient sobres. Donc c'est la contre-réforme, ici en Haute-Savoie avec Saint François de Sales. Voilà, donc on a terminé pour ce chapitre. Donc le 15e et 16e siècle, grand renouvellement intellectuel
et religions en Europe, avec les humanistes et la Renaissance, et bien sûr les protestants qui apparaissent. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez eu beaucoup de connaissances, mais c'est important de savoir beaucoup de choses parce que cette argumentation va vous demander de réagencer toutes ces connaissances au travers d'une question problématique. Sur ce, bonne journée et à bientôt pour un nouveau tuto.